600 millions de dollars, une somme qui éblouit autant qu'elle inquiète, car un chèque peut couvrir une plaie sans jamais la soigner. Deux gestes se font face, donner et refuser. Et, dans l'intervalle, le paradoxe s'ouvre. Quand la réparation devient tarif, la mémoire finit-elle par se solder à rabais? Au milieu des caméras, Ibrahim Traoré choisit une lumière plus dure, celle de la dignité, et dit que certaines dettes n'acceptent ni banque ni reçu. Alors une question nous retient. Que vaut une excuse si l'on peut la compter, la plier, puis la ranger? Le refus n'est pas un caprice, mais un serment. En rejetant le chèque jamaïcain, Ibrahim Traoré place le débat là où peu osent le maintenir, sur le terrain brûlant de la dignité nationale. Il ne promet ni richesse ni miracle, mais un héritage plus rare, celui d'un continent qui apprend à dire non. Cette négation devient un acte fondateur, un rappel que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une ligne de front. Car accepter l'argent c'eût été valider la logique du marché moral. Refuser, c'est imposer la valeur du symbole. Et dans cette ligne mince entre besoin et fierté se joue l'enjeu véritable. Que vaut la liberté d'un peuple si elle se monnaie? Le public comprend alors que cette décision dépasse Ouagadougou. Elle redéfinit la grammaire du pouvoir africain face aux excuses mondialisées. Deux chiffres, deux vérités, 600 millions de dollars promis, 0 centime accepté. C'est la dissonance parfaite d'un monde où l'argent tente de réparer ce qu'il a détruit. Ce contraste, révélé par la déclaration d'Ibrahim Traoré, bouleverse les codes. Jamais un pays africain n'avait refusé une telle réparation venue de la Caraïbe. Et pourtant, derrière ce geste abrupt s'étend une chronologie de blessures partagées. Depuis des décennies, la rhétorique des compensations coloniales glisse d'un sommet international à l'autre, s'enrobant de chiffres et de discours. 12 pays, 23 projets de justice, des promesses qui souvent se dissolvent dans les circuits bancaires. Mais à Ouagadougou, l'acte inverse s'accomplit, dire non pour se définir. L'homme en treillis devenu chef d'État sait que chaque dollar accepté trace une ligne de dépendance. Le contexte jamaïcain rend l'épisode encore plus ironique. Le Premier ministre, Holness, sincère dans son mea culpa, voulait panser les plaies atlantiques. Or en face, Traoré lui renvoie une image miroir, celle d'un peuple encore enchaîné à ses propres maîtres économiques. Ce retournement ne condamne pas la Jamaïque, il la convoque. Il dit « Libère-toi avant de libérer les autres ». Ainsi, la cause cesse d'être financière pour devenir structurelle. Qui détient le pouvoir de dire non? Qui écrit la valeur d'une excuse? Dans cette trame, la parole de Traoré devient plus qu'un refus, une invitation à repenser la notion même de réparation. Et quand les caméras se coupent, reste un murmure dans les chancelleries. Si le Burkina ose refuser, combien d'autres suivront? Dans cette scène où tout semble se jouer en chiffres et en caméras, Ibrahim Traoré se détache comme un contrepoint vivant. Ces mots ne cherchent pas à convaincre, ils cherchent à rappeler. Derrière lui, une génération regarde, officiers, étudiants, artisans, tous conscients qu'un refus aussi abrupt peut coûter cher. Mais dans leurs yeux, on ne lit pas la peur, on lit une reconnaissance, celle d'un geste qui redonne sens au mot souveraineté. Le président burkinabé devient alors guide malgré lui. Il n'impose pas un modèle, il révèle une cohérence, car depuis des mois, il répète la même ligne. L'Afrique ne doit plus confondre aide et alliance. En rejetant le chèque jamaïcain, il ne rejette pas la solidarité, il la redéfinit. Les premiers effets se font sentir bien au-delà de Ouagadougou. À Accra, à Bamako, à Kinshasa, les débats s'enflamment. Faut-il continuer d'accepter les excuses payées? À Kingston, la jeunesse jamaïcaine, elle, s'interroge sur la liberté réelle que lui promet son propre gouvernement. Ce refus agit comme une onde de choc, non pas parce qu'il ferme une porte, mais parce qu'il en ouvre une autre, celle d'une conversation d'égal à égal entre continents blessés. Et dans ce silence tendu, le geste de Traoré prend valeur de miroir. Il ne dit pas seulement non, il dit « regarde-toi ». Ce matin-là, à 10h27, dans la grande salle du palais présidentiel de Ouagadougou, Ibrahim Traoré prend la parole devant une assemblée silencieuse. Aucun drapeau étranger, aucune note de protocole ne vient troubler l'équilibre de la scène. Seule sa voix, ferme et calme, résonne. Le Burkina Faso ne vendra pas sa dignité.
Cette phrase devient le point d'inflexion d'une journée où les équilibres diplomatiques vont vaciller. Quelques heures plus tard, l'onde se propage. À Kingston, les chaînes d'information interrompent leur programme. La déclaration fait le tour du globe. Burkina Faso rejette 600 millions de dollars d'excuses de la Jamaïque. Sur les réseaux, la polarisation est immédiate. Les uns saluent le courage d'un État pauvre mais debout. Les autres dénoncent une erreur stratégique. Dans l'après-midi, les chancelleries occidentales contactent leurs ambassadeurs. Faut-il interpréter ce refus comme une provocation ? À Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, la question circule. Et si ce geste marquait le début d'une nouvelle doctrine ? À 17h00, une dépêche de Reuters évoque la possibilité d'une crise morale du système d'aide. Ce n'est plus une affaire bilatérale, c'est un séisme symbolique. Des journalistes comparent Traoré à Thomas Sankara, d'autres l'accusent d'idéalisme dangereux. Mais le centre de gravité a déjà changé. Le narratif n'appartient plus au donateur. Il appartient à celui qui ose refuser. Dans les rues de Ouagadougou, la réaction populaire dépasse toute prévision. Des cortèges improvisés se forment, des drapeaux se lèvent, des slogans se répètent. Notre dignité n'est pas à vendre. Ce n'est pas une manifestation de colère, mais d'appropriation. Un peuple qui découvre que sa souveraineté peut se dire en un seul mot « non ». Les chaînes africaines reprennent les images, les radios caraïbéennes traduisent chaque phrase et dans les universités de Dakar ou de Port-au-Prince, les étudiants débattent. Un thème domine, la valeur d'un refus dans un monde saturé d'accords. Le lendemain, le ministère jamaïcain des Affaires étrangères publie un communiqué respectueux. Holness y affirme comprendre la position du Burkina Faso, mais appelle à poursuivre le dialogue pour une coopération réinventée. À la Banque mondiale, un analyste glisse anonymement « c'est une brèche dans la logique du consensus ». Et en coulisses, les diplomates savent que plus rien ne sera comme avant. Un simple refus, prononcé avec calme, vient de reconfigurer la cartographie morale de la coopération sud-sud. Ainsi se clôt cette séquence visible. Mais sous la surface, un second récit se tisse, celui d'une Afrique qui, par la voix de l'un de ses fils, commence à définir ses propres termes. Et c'est peut-être là que commence vraiment l'histoire. En 2024, selon la Banque africaine de développement, près de 62% des programmes dits de réparation historique vers l'Afrique ont été versés sous forme de prêts déguisés ou de projets codirigés par des ONG étrangères. En d'autres termes, moins de la moitié des fonds atteignent réellement les territoires visés. Ce constat, repris par les économistes de Lagos à Abidjan, résume une vérité amère. L'argent de la repentance reste souvent une rente pour ceux qui le distribuent. Sur les 5 dernières années, le taux d'autonomie budgétaire du Burkina Faso est passé de 28% à 41%, une progression lente mais significative. Ce delta de 13 points traduit une volonté politique. Réduire la dépendance structurelle vis-à-vis des bailleurs extérieurs. Derrière ce chiffre, il y a des sacrifices concrets. La nationalisation de plusieurs concessions minières, la révision des contrats énergétiques et la montée en puissance d'un fonds souverain panafricain. Refuser les 600 millions jamaïcains n'est donc pas une rupture brutale, mais la continuité logique d'un mouvement amorcé depuis 3 ans. En 2025, les enquêtes régionales menées par l'Union africaine indiquent que 57% des citoyens interrogés associent désormais la coopération internationale à la perte d'indépendance économique. Autrement dit, la symbolique du don a changé de visage. Ce qui hier incarnait la solidarité évoque aujourd'hui la tutelle. Et c'est là que la démarche d'Ibrahim Traoré trouve son appui. Elle s'enracine dans une opinion publique lassée des promesses conditionnelles. À partir de ces données, la ligne de fond devient claire. Plus un pays revendique son autonomie, plus la pression morale des excuses payées s'intensifie. Ce paradoxe révèle la mécanique même de la dépendance. On offre pour garder, on aide pour orienter, on pardonne pour prolonger le lien de subordination. Les chiffres ne racontent donc pas seulement une économie. Ils décrivent une pédagogie, celle d'un continent qui apprend à mesurer autrement sa richesse, non en devises reçues, mais en décisions prises sans permission. Et dans cette arithmétique nouvelle, chaque refus vaut investissement. Le geste de Traoré, traduit en langage statistique, devient une équation politique. Un refus équivaut à un point d'autonomie et une onde d'influence régionale.
C'est une formule que peu d'économistes accepteront d'écrire, mais que toute une génération africaine comprend instinctivement. Et cette compréhension, plus que l'argent lui-même, modifie la trajectoire du continent. L'annonce du refus n'a pas seulement ému, elle a divisé. Deux lectures dominent les discussions diplomatiques. Certains économistes africains estiment que Ibrahim Traoré commet une erreur de calcul. Selon eux, refuser 600 millions de dollars quand les infrastructures, les écoles et les hôpitaux manquent relève de l'orgueil plus que de la stratégie. Avec ces fonds, on aurait pu construire 1000 classes, équiper 10 hôpitaux, électrifier 100 villages, argumente un analyste ghanéen. L'argent, disent-ils, n'a pas d'odeur. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. D'autres, incarnés par des penseurs panafricanistes, voient dans ce geste un acte fondateur. Ils rappellent que chaque don crusade un rapport hiérarchique. Celui qui donne demeure au-dessus, celui qui reçoit doit remercier. Or l'Afrique, affirme-t-il, n'a plus à dire merci pour des crimes qu'elle n'a pas provoqués. Dans cette optique, refuser l'argent, c'est reconquérir le verbe. Entre ces deux pôles, la réponse de Traoré se situe ailleurs. Dans le champ de la cohérence, il ne nie pas l'utilité de la somme, il refuse le sens qu'on y attache. Ce n'est pas le montant qui offense, c'est la narration qu'il perpétue, celle d'un continent encore dépendant de la reconnaissance extérieure pour exister moralement. Les données de la Banque mondiale appuient à cette nuance. Sur les 10 programmes d'aide post-coloniale menés en Afrique entre 2010 et 2020, 7 ont accru la dépendance financière du pays bénéficiaire. Le ratio des importations sur le PIB y a bondi de plus 9%. Ce n'est donc pas la pauvreté qui s'achète, mais la souveraineté qu'on loue. En défendant sa position, Traoré ne se dresse pas contre la Jamaïque. Il s'aligne sur une idée plus large, celle d'une émancipation mutuelle. Refuser aujourd'hui, c'est ouvrir demain la possibilité d'un partenariat d'égal à égal. Ce refus, perçu d'abord comme une fermeture, devient peu à peu une ouverture. En renonçant à l'argent, Ibrahim Traoré rouvre un espace politique que l'Afrique croyait perdu, celui de parler sans traducteur économique. Les chancelleries attendaient un silence, elles découvrent un écho. Le Burkina ne se replie pas, il entraîne, car l'effet de seuil est atteint. Chaque réaction jamaïcaine, chaque éditorial occidental tente d'expliquer pourquoi, et ce faisant, légitime le non. La narration mondiale bascule. Celui qui refuse devient celui qui définit. À partir de cet instant, la dynamique change. Les excuses payées cessent d'être des gestes moraux et deviennent des révélateurs d'inégalités persistantes. Ce que le monde lisait comme une offense s'impose comme un diagnostic. Le point médian agit ainsi comme un miroir double. Il renvoie à la Jamaïque son propre combat intérieur et à l'Afrique son pouvoir de cadrer le récit. Et soudain, le non cesse d'être un arrêt. Il devient un commencement. L'écho du refus ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Il se propage, se transforme, se décline dans 4 espaces où la symbolique devient concrète. Dans plusieurs capitales africaines, la décision d'Ibrahim Traoré suscite un débat silencieux mais profond. À Bamako, un conseiller du ministère des Finances admet « Si le Burkina peut dire non, pourquoi pas nous ?» À Accra, une commission parlementaire propose d'auditer les aides symboliques reçues depuis 20 ans. Et à Abuja, un diplomate évoque une révision morale de la coopération sud-sud. Ainsi, le geste d'un seul pays ouvre un précédent. Il introduit la possibilité d'une diplomatie sans dépendance. Les États comprennent qu'ils peuvent redéfinir la hiérarchie du respect en assumant leurs besoins au lieu de les monnayer. Dans les communautés africaines de Londres, Toronto ou Paris, le refus devient manifeste identitaire. Les associations réaffirment que la dignité n'est pas mesurable en millions et que la solidarité n'a de sens que dans la réciprocité. Des artistes jamaïcains publient des morceaux intitulés « Rise Jamaica ». Des collectifs afro-caribéens relancent les dialogues autour de Marcus Garvey et Thomas Sankara. Ce regain culturel traduit une maturation politique. La diaspora cesse d'être spectatrice. Elle devient actrice du récit commun. Dans les campus, le cas Traoré s'étudie déjà. Des étudiants en économie y voient un cas d'école d'autonomie stratégique. D'autres, en sociologie, une résistance au capital moral global. Les hashtags « dignité », passe à vendre et Cho Africa Rising by Refusal atteignent des millions de vues. Mais au-delà du numérique,
Un message s'impose. La liberté ne se reçoit pas, elle se conquiert. Ce mot d'ordre, repris dans les rues de Ouagadougou comme dans celles de Kingston, tisse une fraternité nouvelle, celle de peuples qui refusent d'être achetés, même par de bonnes intentions. Sur le plan institutionnel, l'Union africaine et la CARICOM échangent des notes internes. Une commission commune est évoquée pour redéfinir les mécanismes de réparation historique. L'idée circule de remplacer les transferts financiers par des partenariats productifs, formation, transfert de technologie, projets d'énergie partagés. Ainsi, la polémique devient laboratoire. Ce qui semblait un scandale devient une matrice, celle d'une coopération fondée sur l'estime plutôt que sur la dette. Au final, le geste de Traoré produit un effet rarement observé dans la diplomatie contemporaine. Il transforme le désaccord en moteur d'alliance. Et dans la longue histoire des refus africains, celui-ci n'apparaît pas comme un rejet, mais comme une invitation à reconstruire la solidarité sur la base de l'égalité. Au cours des prochains mois, la Jamaïque cherchera à reformuler son offre sous une forme non financière. Coopération culturelle, échanges universitaires ou initiatives communes dans les industries créatives. Ibrahim Traoré, fidèle à sa ligne de cohérence, acceptera sans précipitation. Cette prudence consolidera son image de dirigeant souverain et prévisible. Dans ce contexte, les deux pays éviteront la rupture diplomatique, mais le climat restera chargé. L'Afrique et la Caraïbe apprendront à dialoguer sans chèque, un exercice lent mais fondateur. Une issue plus audacieuse serait que Kingston embrasse la critique et engage un processus d'introspection nationale. Un plan de relocalisation économique verrait le jour, inspiré du message de Ouagadougou, rapatrier les ressources, renforcer la production locale, réduire la dépendance financière. Cette démarche pourrait transformer la crise en renaissance symbolique. L'Afrique et la Caraïbe deviendraient partenaires d'un projet commun, bâtir un modèle post-aide fondé sur la souveraineté partagée. Ce serait le véritable effet Traoré, une contagion politique par l'exemple. Mais il existe aussi la tentation du contre-récit. Certains médias occidentaux pourraient exploiter le refus pour isoler le Burkina Faso, le dépeignant comme ingrat ou idéologique. La Jamaïque, sous pression, serait poussée à réaffirmer son appartenance aux institutions financières classiques. Dans cette hypothèse, la polémique s'éteindrait dans le vacarme médiatique. Le symbole se dissoudrait dans la routine diplomatique et le nom de Traoré deviendrait un épisode sans suite. Entre ces trois trajectoires, un fil rouge demeure, la cohérence du geste initial. Car qu'il provoque un bouleversement ou un simple frisson, il aura rappelé à la planète qu'une politique sans dignité est une coquille vide. Et dans un monde où l'aide se confond souvent avec la domination, refuser devient parfois la seule manière d'exister. Derrière la scène diplomatique, il reste un écho plus intime, presque personnel. Le refus de Ibrahim Traoré n'est pas seulement un acte d'État, c'est un miroir tendu à chaque citoyen qui a déjà troqué un peu de sa liberté contre la facilité d'un compromis. Il interroge : à quelle échelle dans nos vies acceptons-nous encore des chèques moraux pour éviter de penser notre propre autonomie ? Pour le travailleur africain qui dépend des subventions étrangères, pour le jeune caribéen qui cherche à émigrer faute de perspective, ce geste devient un signal. Il est possible de redéfinir la valeur de ce que l'on possède, même lorsqu'on possède peu. Refuser l'aumône n'est pas refuser l'aide, c'est choisir la hauteur du regard. Sur les réseaux, les débats dépassent la politique. Des enseignants, des artistes, des entrepreneurs racontent comment cette décision les a poussés à revoir leur propre dépendance. Celle du financement, de la validation, du confort. Une étudiante de Kingston écrit « Et si la vraie richesse, c'était de ne plus avoir à dire merci ?» Cette question, anodine en apparence, résume toute la portée du moment. Elle transforme une décision présidentielle en exercice collectif de dignité. Dans un monde saturé de promesses conditionnelles, le courage de dire non redevient une forme de leadership partagé. Et peut-être que c'est là le plus grand héritage de Traoré. Rappeler que la liberté n'est pas un bien d'État, mais une discipline personnelle. Transformer un refus en feuille de route exige plus que du courage. Il faut une méthode. Ibrahim Traoré l'a esquissé sans le dire, en 5 gestes que chaque nation, chaque communauté pourrait reproduire.
D'abord, il faut nommer la dépendance. Il ne s'agit pas d'accuser, mais de mesurer. Identifier où les budgets, les politiques, les imaginaires demeurent soumis à l'extérieur. Ce diagnostic lucide vaut plus qu'un audit financier. Il trace la carte des chaînes invisibles. Ensuite, il faut réapproprier les ressources. Que l'or, la terre, l'énergie ou la culture reviennent d'abord aux mains de ceux qui les produisent. Cela ne suppose pas l'isolement, mais la négociation sur des bases égales. Puis, il faut former une conscience économique commune. Dans les écoles, dans les médias, replacer la souveraineté au cœur de l'éducation civique. Enseigner que l'aide n'est pas un droit, mais une stratégie. Il faut aussi tisser des alliances horizontales. L'Afrique et la Caraïbe peuvent échanger savoir, technologie et artisanat sans passer par le filtre d'autorisation étrangère. Chaque coopération directe brise une hiérarchie. Enfin, il faut mesurer la dignité comme on mesure le PIB. Inventer des indicateurs de liberté réelle. Nombre d'entreprises locales, autonomie alimentaire, pourcentage de ressources rapatriées. Ce sont les chiffres qui donnent chair à la souveraineté. Ces 5 étapes ne forment pas un rêve, mais un mode d'emploi. Car refuser un chèque, c'est open un chantier, celui d'une économie fondée sur le respect et non sur le rachat. Et dans cette reconstruction lente, chaque geste compte, surtout celui de ne plus se vendre. Dans la mémoire collective du Burkina Faso, certains gestes ne s'effacent pas. Le refus d'Ibrahim Traoré s'ajoute à cette lignée silencieuse d'actes qui, par leur simplicité, redessinent l'horizon d'un peuple. On se souvient de la salle nue, des micros éteints, du visage calme. Rien d'héroïque en apparence, et pourtant, dans ce silence, une révolution murmurait. Car tout ce qui fut dit ce jour-là dépassait la politique. C'était un rappel. La liberté n'a pas de prix fixe. La dignité ne se négocie pas au guichet des puissants. Ceux qui écoutaient ont compris qu'il ne s'agissait pas de refuser 600 millions, mais de refuser le principe même de la soumission travestie en cadeau. Ce regard échangé entre le chef et son peuple trouve ici son écho. Il ne promettait rien d'autre qu'un serment, marcher debout, même dans la poussière. Et tandis que le monde débat encore, le Burkina avance. Certaines victoires Mosolo ne se comptent pas, elles se portent. À ceux qui regardent cette histoire depuis loin, le message reste simple. Il n'y a pas de petite nation lorsqu'elle refuse de se vendre. Le geste d'Ibrahim Traoré n'est pas une rupture entre continents, c'est une invitation à redéfinir la fraternité. Car l'Afrique et la Caraïbe ne partagent pas seulement un passé, elles partagent une blessure et désormais une parole. Cette parole dit « La solidarité ne s'achète pas, elle se construit ». Dans les rues de Kingston comme dans celles d'Ouagadougou, les mêmes refrains s'élèvent. La liberté n'est pas une faveur, mais un travail commun. Ceux qui entendent cet appel savent qu'il ne s'agit pas de refuser pour se fermer, mais de refuser pour s'ouvrir autrement. Alors, la vraie question demeure. Si la dignité a enfin trouvé sa voie, qui osera encore parler à sa place ?